Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webcast d'actualité technique. L'objectif est de vous mettre à disposition toutes les informations qui vont vous être utiles pour votre arrêté des comptes semestriels 30 juin 2018. Je suis Olivier Charrer, associé responsable de la fonction technique IFRS chez PwC. Et je suis entouré pour cette webcast de Bénédicte Guémard, qui est directeur spécialiste regroupement d'entreprises et actionnariat salarié, Charlotte Gallet, qui est associée responsable des projets Accounting Advisory et notamment des projets de conversion et d'adoption d'IFRS 16, Frédéric Allègre, directeur, spécialiste IFRS et notamment des sujets reconnaissance de chiffre d'affaires, et Cyril Cannoni, associé, spécialiste des sujets instruments financiers. Alors, passons à notre agenda. Actualité IFRS, nous aborderons les sujets, premièrement les textes applicables de manière obligatoire, IFRS 9 et 15, et puis un certain nombre d'amendements d'IFRS 2. Nous aborderons également les textes applicables par anticipation, IFRS 16 et un amendement d'IAS 28. Et puis nous ferons un tour d'horizon de l'actualité de l'IFRIC et des décisions d'enforcement de l'ESMA qui ont été publiées au cours du premier semestre. Nous terminerons par un point sur l'actualité fiscale et plus particulièrement le sujet de la réforme fiscale américaine. Pendant tout le cours de cette webcast, vous avez la possibilité de poser des questions. Concernant les questions relatives à IFRS 9, je vous invite à les poser pendant la présentation d'IFRS 9 et nous les aborderons juste à la fin de cette session car Cyril devra nous quitter juste après sa présentation. Pour les autres questions, nous les aborderons à la fin de cette webcast. Voilà, alors donc nous commençons tout de suite. IFRS 9, Cyril, peux-tu nous faire un rappel des principaux enjeux d'IFRS 9 ? Alors les principaux enjeux, il y en a 4 pour les entreprises industrielles. D'abord, on a un nouveau modèle de classement des actifs financiers, essentiellement avec 2 choses importantes à retenir. Les actions doivent être évaluées soit en juste valeur par résultat, soit en juste valeur par capitaux propres, mais dans ce dernier cas, à l'inverse de la norme IAS 39, les entreprises ne pourront plus recycler leur plus-value latente en cas de cession et donc qui resteront différées en OCI. C'est aussi un nouveau modèle de dépréciation des créances qui s'applique également aux créances commerciales et qui impose de comptabiliser les pertes attendues à maturité selon un modèle probabiliste sans attendre l'existence d'un fait générateur de pertes. Enfin, il y a des nouvelles dispositions qui s'appliquent aux renégociations de dettes et qui imposent de comptabiliser un profit ou une perte de manière immédiate correspondant à la différence de cash flow actualisée du fait de la négociation. On vous informe qu'il y a une vidéo disponible sur notre site qui détaille ces impacts et qui propose des solutions pour limiter ces dispositions qui ne sont pas toujours très économiques. Et enfin, là, en revanche, la cerise, on a des dispositions sur la comptabilité de couverture qui permettent de refléter de manière plus économique et davantage de relations de couverture dans les états financiers. Merci Cyril. Alors, 2018, première année d'application d'IFRS 9, un certain nombre de dispositions transitoires qui sont complexes. Est-ce que tu peux nous les rappeler ? Alors, le dispositif sur le classement et l'évaluation des actifs financiers, la dépréciation et les modifications de dette sont d'application obligatoire dès le 1er janvier 2018. Ces dispositions s'appliquent de manière rétrospective. Ça veut dire que tous les changements de valorisation du fait de ces dispositions seront comptabilisés par capitaux propres dans les comptes d'ouverture. Pour ce qui concerne la comptabilité de couverture, c'est un choix. Vous n'êtes pas donc obligé d'appliquer tout de suite le volet couverture et vous pourrez l'appliquer plus tard. Ces dispositions sont pour l'essentiel relatives à la comptabilité de couverture d'application prospective. Néanmoins, il y a quelques exceptions concernant les coûts associés à la comptabilité de couverture.
Alors Cyril, donc j'ai bien entendu, il y a un certain nombre d'options de transition, donc ça va supposer de décrire ces options dans les notes aux états financiers au 30 juin. Quelles sont les autres informations qui sont attendues dans les comptes intérimaires? Alors effectivement, il faudra détailler bien évidemment le choix en matière de comptabilité de couverture. Il faudra détailler les nouvelles politiques comptables propres à IFRS 9. Mais attention, notamment pour les entreprises qui décideraient de ne pas publier d'exercice comparatif avec les dispositions de l'IFRS 9, il faudra bien évidemment dans les politiques comptables rappeler quels sont les dispositifs en matière d'évaluation des instruments financiers relatifs à la norme IS 39, puisqu'on aura dans les comptes la norme IS 39 pour le comparatif et la norme IFRS 9 pour 2018. Enfin, bien évidemment, il faudra détailler comment est-ce qu'on est passé des classifications IAS 39 aux nouvelles classifications IFRS 9, en distinguant bien les effets de changement d'assiette des effets liés à la changement des méthodes de valorisation. Et il faudra faire le même exercice pour la provision, passage IAS 39, IFRS 9. En ce qui concerne les informations récurrentes, IFRS 7 a été amendé pour effectivement imposer plus d'informations sur le risque de crédit, c'est lié au nouveau modèle de dépréciation, et plus d'informations sur la comptabilité de couverture. Mais attention, ces informations sur la comptabilité de couverture seront obligatoires, y compris pour les entreprises qui ont décidé de ne pas appliquer le nouveau volet sur la comptabilité de couverture d'IFRS 9. Donc, quoi qu'il arrive, ces informations seront obligatoires. Alors, bien évidemment, il faudra faire preuve de jugement pour savoir si ces nouvelles informations qui sont requises dans les comptes annuels devront être publiées dans le cadre des comptes intermédiaires. Il faudra faire preuve de jugement en regardant au cas par cas les informations qui, en fonction de la situation de l'entreprise, paraissent appropriées dans ce cas. Très bien, merci Cyril. Alors, regardons si nous avons reçu des questions. Alors, nous en avons une. Alors, les entreprises qui choisissent d'appliquer le dispositif IFRS 9 sur la comptabilité de couverture sont-elles également exemptées de publier un comparatif? Alors oui, je vous rassure, il y a eu quelques discussions parce que la norme n'était pas très bien rédigée sur ce point-là, et c'est la position qui a été in fine retenue. Très bien. Eh bien, merci Cyril. Donc, nous avons bien noté que tu devais nous quitter. Nous poursuivons, merci pour ton éclairage. Donc, nous poursuivons maintenant avec l'autre norme majeure d'application obligatoire cette année, IFRS 15. Nous avons beaucoup de questions sur les informations à produire dans les comptes semestriels. Alors Frédéric, est-ce que tu peux nous dire ce qui est attendu dans ces comptes semestriels? Oui, alors en fait c'est comme pour IFRS 9, il faut distinguer entre les informations de transition et les informations récurrentes à fournir. Donc si on commence par les informations de transition, les chiffres à communiquer dépendront de la méthode de transition qui est retenue par l'entité. S'il s'agit d'une méthode rétrospective complète, eh bien, il faudra donner la réconciliation entre les chiffres publiés et les chiffres retraités de la période comparative, c'est-à-dire le premier semestre 2017. Si en revanche c'est de la méthode rétrospective simplifiée qui a été retenue, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de retraitement de la période comparative et que l'impact est pris au 1er janvier 2018. Mais en revanche, il faudra fournir une réconciliation portant sur les chiffres de la période en cours, c'est-à-dire premier semestre 2018, entre les chiffres tels qu'ils sont reportés sous IFRS 15 et ce qu'ils auraient été si on avait continué d'appliquer les anciennes méthodes. Voilà. Et ça, c'est un point d'attention des régulateurs qui ont insisté sur la nécessité de présenter cette information dès les comptes intérimaires. Voilà, alors il faudra aussi fournir une analyse qualitative de la nature des impacts sur le bilan et sur le compte de résultat. Et bien évidemment, la profondeur de cette analyse dépendra de l'ampleur de ces impacts. Alors si je passe maintenant aux informations récurrentes à fournir dans les comptes intérimaires,
Il y a une bonne nouvelle, c'est que la plupart des disclosures qui sont requises par IFRS 15 ne sont pas requises de façon explicite dans les comptes intérimaires, ce qui laisse aux entreprises le temps de se préparer à un certain nombre de disclosures qui nécessitent un effort important de capture de données, de fiabilisation de données, par exemple l'évaluation des carnets de commandes, l'analyse de la variation des soldes d'actifs et de passifs de contrats, ou encore la présentation de l'impact des ajustements de chiffre d'affaires dans la période qui se rapportent à des performances des exercices antérieurs. Mais cela dit, il y a quand même une disclosure qui est d'IFRS 15 qui est requise dès les comptes intérimaires de façon obligatoire, c'est la désagrégation du chiffre d'affaires selon un certain nombre de niveaux de granularité pertinents et d'une façon qui doit être réconciliée avec le chiffre d'affaires sectoriel. Voilà. Et sinon, l'autre point, c'est que les entreprises devront devront mettre à jour, ou plutôt devront refondre entièrement leurs notes sur les politiques de reconnaissance du revenu, et avec un niveau de détail qui est le même que ce qu'on fera dans les comptes annuels. C'est quelque chose qui s'applique à toutes les entreprises, même celles qui n'ont pas d'impact chiffré au titre de la transition. Et il faudra en particulier que ces notes détaillent les jugements critiques qui sont effectués dans l'interprétation d'IFRS 15, et Dieu sait si IFRS 15 nécessite beaucoup de jugements et d'interprétation. Alors justement, si on passe à la slide suivante, on a récapitulé ici les principaux jugements que l'on a observés concernant IFRS 15 et qui sont autant de points qui ont fait l'objet de communication et de changements annoncés par les entreprises. Alors le principal d'entre eux, et c'est contre toute attente, en tout cas en France, il porte sur la distinction agent principal, qui est en fait un enjeu de présentation du chiffre d'affaires et des charges, avec un impact sur le taux de marge et sur la valeur absolue du chiffre d'affaires. Il y a un autre impact, enfin une autre zone de jugement importante qui est la notion de biens et services distincts ou pas distincts, qui sert à déterminer si ces éléments seront reconnus séparément ou pas. Et il y en a un troisième qui porte sur, disons, les critères à appliquer pour déterminer si une obligation de performance va devoir être reconnue à l'avancement ou à l'achèvement. Et en particulier, il y a à cet égard deux critères qui sont à la fois nouveaux, assez délicats d'interprétation et très discriminants en termes d'impact. Ce sont ces deux nouvelles notions, d'une part de création d'actifs n'ayant pas d'usage alternatif, et d'autre part cette notion de savoir si l'entité a un droit au paiement de la valeur des travaux réalisés à date en cas de résiliation. Voilà. Quelques autres zones de jugement que l'on a observées, l'évaluation du montant hautement probable des contreparties variables, la sélection de la méthode de la mesure de l'avancement, et enfin, pour les contrats à éléments multiples, l'estimation des prix de vente spécifiques qui servira à répartir le prix du contrat entre les différentes obligations de performance. Donc voilà un peu une récapitulation des zones de jugement qui pourraient nécessiter d'être disclosées dans les notes annexes. Et je précise au passage que deux d'entre elles ont fait l'objet de clarifications récentes par l'IFRIC. Il s'agit de la notion de distinct, d'une part, et de la notion de droit à paiement des travaux réalisés à date, qui a été clarifié en mars 2018 par l'IFRIC. Voilà pour les aspects IFRS 15. Merci Frédéric. Donc, ce que je retiens sur ces deux parties, IFRS 9 et IFRS 15, c'est qu'il y a des attendus assez forts en matière d'informations à donner dans les notes annexes, de deux natures. L'une qui porte sur les dispositions de transition, l'autre qui porte sur des informations qui auront un caractère récurrent. Et sur les informations de transition, on note notamment les options qui auront été retenues pour la première adoption. Et de manière récurrente, eh bien, un certain nombre d'informations à fournir, dont évidemment le niveau de granularité
dépendra de la matérialité des sommes en jeu, mais indépendamment des impacts des effets de la première adoption de ces normes, dès lors que les principes comptables sous-jacents sont différents de ce qui était pratiqué auparavant. Voilà, alors maintenant passons à un autre sujet, IFRS 2. 3 amendements qui sont parus et d'application obligatoire en 2018. Bénédicte, de quoi s'agit-il ? Alors, le premier amendement porte sur l'impact des conditions de présence et de performance sur l'évaluation et la comptabilisation de la dette. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces conditions seront prises en compte selon les mêmes modalités que pour les plans equity settled, c'est-à-dire en ce qui concerne les conditions de présence et de performance hors marché sur la base de leur caractère probable ou non probable, alors que pour les conditions de performance dites de marché, ce sera en fonction de leur probabilité d'occurrence. Alors, ça veut dire en pratique que le montant de la dette et de la charge va être modifié par rapport à aujourd'hui pendant la période de vie de ce plan, alors que, in fine, évidemment, la charge ne change pas, elle sera toujours égale au cash versé aux bénéficiaires. Le second amendement concerne la classification des plans equity settled qui inclut une retenue à la source qui est payée en cash à l'administration fiscale. Aujourd'hui, ces plans sont comptabilisés pour partie en cash, pour partie en equity. À partir de 2018, l'intégralité sera comptabilisée en equity, y compris pour la partie versée en cash. Enfin, le dernier amendement concerne les modifications des plans cash settled qui sont transformés en plans equity settled. Merci Bénédicte. Alors, dernier texte important, IFRIC 22 sur les paiements d'avance sur transactions en devises. Alors, c'est une interprétation qui porte sur le taux de change à utiliser quand on fait des transactions d'achat et de vente qui inclut un paiement d'avance en devises. Donc, le principe de l'interprétation, c'est que pour comptabiliser l'achat ou la vente, il conviendra de retenir le taux de change à la date à laquelle le paiement est payé ou reçu. Donc, en pratique, cela veut dire que pour une même transaction d'achat ou de vente, on est susceptible d'avoir 2 taux de change à utiliser. Donc, si on prend le cas, par exemple, d'une vente avec réception en date de signature de la commande d'un acompte à hauteur de 50% du montant de la vente, au moment de comptabiliser le chiffre d'affaires, donc au moment de la vente, le chiffre d'affaires sera déterminé à hauteur de 50% au taux de jour de la vente et à hauteur de 50% au taux du jour de la vente. Merci. Alors, maintenant passons au texte applicable par anticipation, qui est notamment IFRS 16, qui sera applicable de manière obligatoire l'année prochaine. Alors, 2 volets sur la partie IFRS 16. Un premier, on va passer en revue les dernières positions de place. Et ensuite, avec Charlotte, nous regarderons quels sont les aspects opérationnels relatifs à sa mise en œuvre, qui est un enjeu important de la mise en œuvre d'IFRS 16. Alors, dernière position de place. 4 thèmes particuliers. Le premier, les baux commerciaux, 369, la question de la durée à retenir. La question a été posée à l'ANC et qui a répondu que, au sens d'un point de vue comptable, il n'existe pas d'option de renouvellement et qu'à ce titre, la durée maximale doit être 9 ans. Deuxième thème, celui du droit au bail, qui aujourd'hui est comptabilisé comme une IMO incorporelle de manière distincte, selon les dispositions d'IAS 38. Dans le contexte de l'adoption d'IFRS 16, 2 points de consensus. Le premier, c'est que ce droit au bail deviendra une composante du droit d'utilisation de l'actif qui fait l'objet du contrat de location. Et deuxième point de consensus, c'est qu'il y a un choix de principe comptable concernant la méthode d'amortissement selon les dispositions d'IAS 16 et en considérant soit que ce droit au bail est un élément qui est fondu dans le droit d'utilisation de l'actif et donc pas de valeur résiduelle spécifique à ce droit au bail, soit on considère qu'il représente un composant distinct du droit d'utilisation et de fait avec une valeur résiduelle qui lui sera spécifique. L'incidence de l'une ou l'autre option aura évidemment une incidence sur la charge d'amortissement à comptabiliser pendant la durée d'amortissement du droit d'utilisation. Troisième sujet, le taux d'actualisation en date de transition lorsque c'est la méthode de transition dite simplifiée d'IFRS 16 qui trouve à s'appliquer.
De même, deux options qui sont considérées comme acceptables. La première, c'est de considérer que le taux d'actualisation est calculé sur la base de la durée résiduelle du contrat. Par exemple, un contrat de 12 ans, on est à la 9e année, il reste 3 ans, on évalue le taux d'actualisation sur la base d'un horizon de 3 ans. Deuxième option, on considère qu'on apprécie le taux d'actualisation sur la base de la durée totale du contrat et initial. Donc c'était prévu pour 12 ans, même s'il reste 3 ans, on retient un taux d'actualisation qui est calculé sur la base d'un horizon de 12 ans. Et cette deuxième approche s'alignant sur l'approche US GAAP. Quatrième thème, paiement effectué par le preneur au bailleur en remboursement de charges qui sont supportées par le bailleur. On peut citer le cas de la taxe foncière et des remboursements de primes d'assurance. La question étant de savoir si ces éléments et ces flux qui seront payés pendant toute la durée du contrat, est-ce qu'elles doivent venir augmenter la valeur du passif ou pas? À notre avis, on peut considérer que non, ça ne vient pas augmenter la valeur du passif et elles peuvent être de fait comptabilisées au fil de l'eau. Vous pouvez retrouver plus en détail l'ensemble de ces points dans une vidéo qui est parue, que vous pouvez retrouver sur notre site et qui est parue en juin, il y a 2 semaines. À noter qu'il y a d'autres questions qui sont en cours d'instruction sur l'application d'IFRS 16 et notamment le sujet de la durée d'amortissement des agencements, notamment dans le cadre des baux commerciaux 369. Mais également on peut citer le sujet de la prise en compte ou pas dans l'évaluation de la dette de la TVA lorsqu'elle n'est non déductible. Voilà. Maintenant passons à ce deuxième volet d'IFRS 16, la mise en œuvre opérationnelle. Quels sont les constats et recommandations, Charlotte, que l'on peut formuler ? Oui, tout à fait. Alors, les projets que nous suivons aujourd'hui sur IFRS 16, nous en sommes à accompagner la plupart des groupes au niveau de l'étape 3 et de l'étape 4, c'est-à-dire au niveau de la simulation des impacts IFRS 16 et au niveau du choix de l'outil IT. Les 2 premières phases de mise en place de la gestion du projet et de la collecte et de la mise en qualité des informations relatives au contrat de location sont dans la plupart des cas déjà très bien avancées pour la plupart des groupes. Alors concernant ces 2 étapes, la simulation des impacts, le premier sujet critique et important, c'est la détermination de l'option de transition, à savoir méthode d'application rétrospective simplifiée ou méthode d'application rétrospective complète. Ce que nous constatons, c'est que la majorité des groupes optent plus pour la méthode d'application rétrospective simplifiée. Certains envisagent pour autant la méthode rétrospective complète, car elle leur permet de présenter des états financiers comparatifs et elle leur permet, dans la majorité des cas, d'avoir un montant de dette IFRS 16 moins élevé. Pour autant, la mise en place de cette méthode rétrospective complète est assez lourde puisqu'elle nécessite de retourner à l'origine des contrats et de retracer toute la vie du contrat, c'est-à-dire recalculer les montants de loyer, les réévaluer, regarder les modifications de contrat qui ont pu avoir lieu pendant la durée du contrat et éventuellement des réappréciations de durée du contrat pendant la vie du contrat. Au-delà de l'option de transition, il y a un certain nombre d'hypothèses qui doivent être posées pour mener à bien justement les exercices de simulation des impacts. Premières hypothèses relatives à la durée de location. Olivier vous a mentionné un certain nombre d'approches ou d'options qui pouvaient être retenues. Évidemment, la prise en compte de la position de l'ANC concernant les baux français 369. Pour les baux étrangers, la prise en compte de l'environnement juridique local qui est important, qui nécessite souvent beaucoup d'échanges avec les juristes des pays en question. Concernant les hypothèses de taux d'actualisation, eh bien, savoir de quel actif loué on parle, déterminer des mesures simplificatrices de construction de tables de taux par pays, par devise, le spread de crédit également à appliquer, autant d'éléments qui nécessitent, on va dire, de faire un petit peu de recherche et de documenter, on va dire, ces différents éléments.
Dernier élément aussi, peut-être dernière hypothèse, vous savez qu'il y a une option pour ne pas faire un calcul IFRS 16 pour les locations portant sur des actifs de faible valeur. La norme mentionne un critère quantitatif de 5 000 $. Au-delà de ce critère quantitatif donné par la norme IFRS 16, la notion de matérialité peut bien évidemment aussi être appréhendée à travers IAS 1 et les principes généraux d'IAS 1, qui peut permettre du coup, là encore, d'assouplir un petit peu et on va dire, de redéfinir le scope des contrats qui seront retraités. Concernant, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces hypothèses, en fait, donc, ont un impact direct sur les éléments qui sont inclus dans les états financiers, bien sûr, au niveau de l'actif et de la dette IFRS 16. Bien garder en tête que la présentation IFRS 16 ne correspond pas totalement à la perception des analystes financiers et des banques. En effet, la version finale de cette norme n'est pas exactement en phase avec le projet initial. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent donc de ne pas comptabiliser la totalité des actifs et des passifs de location, comme la limite entre la partie service et la partie location, la notion de loyer variable, les petits éléments de faible valeur. Donc tout cela montre que finalement on va transposer le champ de structuration d'un endroit à un autre et que donc il y a un certain nombre de retraitements qui pourront potentiellement continuer à être faits et réalisés par les analystes financiers. Sur le point de l'étape 4 et du choix de l'outil IT, quelques éléments que je voulais partager avec vous et qui viennent de nos premiers retours d'expérience. Le temps de mise en place de cet outil. Les éditeurs de logiciels ont des outils standards prêts. Ce que l'on a pu voir des premières mises en place initiées dès l'an dernier avec des groupes, c'est qu'au-delà de l'application et on va dire de la mise en œuvre de l'outil, un certain nombre de demandes spécifiques étaient faites par les groupes pour intégrer tout un tas d'autres demandes qui sont au-delà d'IFRS 16, notamment de création d'alertes par exemple, pour pouvoir leur permettre de gérer les renouvellements et d'anticiper les renouvellements des baux par exemple, ou l'interface bien évidemment avec leurs propres outils de gestion de location, si jamais ils en ont déjà. Et la rareté des logiciels IFRS 16 qui existent sur le marché pourra produire des effets de goulot d'étranglement pour les éditeurs qui pourront peut-être avoir une difficulté à répondre à toute la demande d'ici le 1er janvier 2019. Donc pensez à bien anticiper, on va dire, le choix de cet outil et sa mise en œuvre. Voilà un petit peu le retour d'expérience que l'on pouvait faire sur les projets en cours. Merci beaucoup Charlotte. Alors, autre texte applicable par anticipation, un amendement d'IAS 28, Bénédicte. Alors, vous avez peut-être investi dans des sociétés mises en équivalence sous la forme de titres de participation, mais également sous la forme de prêts à long terme. Dès lors que ces prêts à long terme n'ont pas d'échéance de remboursement dans un avenir prévisible, ils vont constituer ce qu'on appelle un investissement net dans l'entreprise dans sa totalité. Donc la question s'est posée de savoir si les dispositions d'IFRS 9 s'appliquent à ces prêts long terme, et notamment les dispositions en matière de provisionnement des pertes de crédit attendues. Donc la réponse est oui. L'amendement précise que les dispositions d'IFRS 9 doivent bien s'appliquer, et ce, avant tout ajustement au titre de la norme IAS 28. En pratique, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'un groupe est susceptible désormais de cumuler deux types de pertes sur son prêt à long terme dans sa société mise en équivalence. D'une part, la perte de crédit attendue selon IFRS 9 et d'autre part, la quote-part de perte de l'investisseur dans l'entité au titre de l'application d'IAS 28. Très bien, merci beaucoup Bénédicte. Passons à l'actualité de l'IFRIC maintenant. Un premier thème, IFRS 3, allocation du prix lors de l'acquisition d'un groupe d'actifs et non pas d'un business. Alors, il n'y avait pas de disposition dans IFRS 3, d'où la question posée à l'IFRIC, compte tenu de diversité de pratiques. Et l'IFRIC a reconnu qu'en l'état actuel des textes, on pouvait accepter deux approches. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ces deux approches, mais sachez que l'une conduit à avoir potentiellement un impact dans le compte des résultats dès la date de l'acquisition, alors que la deuxième permet d'éviter cet impact.
Un deuxième thème, comptabilisation d'un apport d'immobilisation corporelle à une nouvelle associée. Ça visait un cas particulier de 3 co-investisseurs qui forment une entité qui est mise en équivalence dans leur compte. Et la particularité, c'est que chacun de ces 3 co-investisseurs ils sont détenus par un même actionnaire qui, au cas particulier, était l'État. Donc la question qui a été posée, c'est est-ce qu'on peut bénéficier d'une dérogation au motif que les 3 co-actionnaires sont sous le contrôle commun du même actionnaire. L'IFRIC a conclu que non, pas d'exception possible, donc ce sont les dispositions générales qui s'appliquent. 3 interprétations d'IFRS 15 combinées en une seule. On ne va pas les décrire dans cette webcast, mais vous pouvez vous y référer à travers une vidéo que l'on a mise également à votre disposition sur notre site internet et qui a été animée par Frédéric Allègre. Donc vous pourrez retrouver tout le détail nécessaire et utile. Ça concernait les questions qui ont été posées concernaient le secteur de la promotion immobilière, mais gardez à l'esprit que les conséquences peuvent être plus larges que le seul secteur de la promotion immobilière. Et pour terminer, un amendement, une décision de l'IFRIC sur le classement des prêts et des facilités de crédit à court terme. Il s'agissait de la possibilité ou non, dans le tableau de flux de trésorerie, de présenter sur la ligne trésorerie ou équivalent de trésorerie les découverts bancaires. Et là, la question portait sur un découvert bancaire dont le remboursement pouvait être demandé par la banque dans un horizon de 14 jours. L'IFRIC a considéré que ça ne remplissait pas les critères de trésorerie et équivalent de trésorerie parce que 14 jours, ça n'est pas remboursable à la demande. Donc, ça ne remplit pas le critère de trésorerie équivalent de trésorerie. D'autres sujets sont en cours de discussion à l'IFRIC. On peut citer IS 21 et le cas qui est visé porte sur les circonstances que l'on retrouve actuellement au Venezuela avec la difficulté d'évaluer le taux de conversion. L'IFRIC a publié hier soir sa décision, mais en 2 temps. Premier élément de décision qui a été communiqué hier, qui porte sur simplement un besoin de présenter les hypothèses qui ont été retenues par l'entreprise pour le calcul de son taux, mais qui sera suivi par un projet spécifique d'amendement d'IS 21 pour traiter spécifiquement le cas des circonstances qui entourent l'environnement économique du Venezuela, mais qu'on peut retrouver également dans d'autres pays. IAS 12 et le lien avec IFRS 16, est-ce que dans le cadre de l'application d'IFRS 16, il faut ou non comptabiliser des impôts différés? Aujourd'hui, il y a une diversité de pratiques qui sont considérées comme étant acceptables, mais donc l'IFRIC a été saisi du sujet et ça va donner lieu à un amendement d'IAS 12. Compte tenu du calendrier, cet amendement ne sera pas applicable en même temps que la première application d'IFRS 16. Il visera la direction qui est prise par l'IFRIC, c'est de considérer que oui, il faut comptabiliser des impôts différés. Alors, c'est possible, même si le texte ne sera pas appliqué lors de la première application d'IFRS 16, de l'envisager dès maintenant, mais ça sera au titre soit de la continuité d'un traitement qui est aujourd'hui le vôtre dans vos comptes, soit d'un changement de principe comptable, mais à ce moment-là, sans possibilité de disposer de dispositions transitoires éventuelles qui seraient envisagées lors de l'amendement. Donc avec les difficultés de première application qui pourront se poser. Troisième sujet à l'ordre du jour, coût à retenir pour déterminer si un contrat est onéreux et l'évaluation de la provision pour contrat onéreux. Ça, c'est en lien avec IFRS 15 et ça va donner lieu à un amendement d'IS 37, également pas applicable cette année. Et puis, un dernier thème, les paiements relatifs aux autres taxes. Lorsque, par exemple, une entreprise a fait l'objet d'un redressement par une autorité fiscale, ce redressement doit donner lieu à paiement immédiat, même si il y a contestation, et l'entreprise envisage d'ailleurs de contester parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce redressement ou en partie pas d'accord. L'IFRIC a jugé qu'il était opportun de reconnaître un actif au titre de ce paiement. D'autres sujets encore qui ne sont pas sur ce slide sont également en cours de discussion. On peut citer des questions relatives à IS 23, capitalisation des intérêts. Et puis, je crois qu'on a fait à peu près le tour des thèmes en cours.
Alors, voilà pour l'IFRIC. Maintenant, passons au sujet de l'ESMA avec la publication d'un 22e badge paru au premier semestre. Bénédicte, est-ce que tu peux nous en faire un tour d'horizon? Oui, alors, l'ESMA est dans l'actualité puisqu'il a traité de la comptabilisation d'une cession de gradins d'un stade de football. Le cas examiné était celui d'un émetteur qui avait signé un contrat ferme de vente à un horizon supérieur à 12 mois, mais qui pour autant avait classé ses gradins en actif held for sale. Donc l'ESMA a contesté ce classement, rappelant qu'il était impératif que le critère d'une cession dans les 12 mois soit respecté pour qu'IFRS 5 soit applicable. Deuxième décision, IFRS 3. Donc là, c'était le cas d'un émetteur qui avait acheté un groupe d'actifs qui ne répondait pas à la définition d'un business, mais l'ESMA et donc avait effectué une allocation du prix sur les incorporels. L'ESMA a constaté le nombre d'incorporels qui étaient identifiés. Il a dit qu'il y en aurait eu davantage qui auraient dû être identifiés, et également constaté l'allocation qui avait été faite de façon arbitraire par l'émetteur. Il aurait dû faire cette affectation sur la base des justes valeurs relatives des actifs identifiés. Troisième décision concerne le niveau d'information à mentionner en annexe au titre des tests de dépréciation, pas uniquement sur le goodwill, mais aussi sur les actifs de production. Dans le cas d'un émetteur qui avait fait des estimations en interne, des projections de prix à long terme de matières premières pour l'évaluation de ces actifs de production, l'ESMA n'a pas accepté que ne soient pas mentionnés en annexe les jugements qui avaient été faits, considérant que c'était une information critique à donner au sens d'IAS 1. Quatrième et dernière décision que je détaille, c'était le cas d'un émetteur qui avait émis une dette perpétuelle et qui avait considéré qu'il s'agissait d'instruments de capitaux propres. L'ESMA a contesté le classement car il a examiné en fait les clauses de remboursement obligatoires et conclu que certaines étaient en dehors du contrôle de l'émetteur et que donc le classement devait être fait en dette. Donc d'où l'importance, au-delà des dettes perpétuelles, de bien examiner tout ce qui est en cas d'émission d'instruments, les clauses de remboursement obligatoire des dettes afin de déterminer si elles sont sous le contrôle ou en dehors du contrôle de l'émetteur. Très bien, merci Bénédicte. Alors, dernier thème avant de clôturer cette webcast, la réforme fiscale américaine. Elle est parue fin décembre 2017, donc toutes les dispositions dont un résumé figure sur ce slide étaient d'application comptable dès les comptes clos au 31 décembre 2017. Pour autant, le calendrier rendait compliqué la traduction comptable de toutes ces dispositions. Un certain nombre de difficultés continuent à se poser. Alors Frédéric, est-ce que tu peux nous présenter quels sont les enjeux pour les comptes au 30 juin 2018 ? Oui, alors effectivement, il y a plusieurs challenges. Sur le plan opérationnel, le premier challenge, il est dans l'interprétation des textes législatifs qui sont imprécis, voire contradictoires. Et pour ne donner qu'un exemple, si on prend cette nouvelle taxe anti-abus BEAT, il y a des difficultés pour déterminer le montant des charges de services interco à exclure de l'assiette de calcul de cette nouvelle taxe minimum. Ensuite, il y a un challenge pour récupérer les données nécessaires et procéder aux modélisations des impacts qui sont complexes. Il y a un troisième challenge qui est lié aux décisions de réorganisation de la structure du groupe qu'il faudra prendre pour, par exemple, restructurer les dettes interco pour faire face aux nouvelles limitations de la déductibilité des intérêts. Et puis il y aura aussi des jugements de nature purement comptable à faire. Par exemple, si on prend les dispositifs GILTI et FDII, il sera nécessaire de faire la part des choses entre les effets à prendre dans le taux d'impôt différé versus les effets à prendre dans la charge d'impôt courant année après année. Alors, si on se focalise sur les impacts dans les comptes intérimaires 2018, il y a de bonnes chances que les entités soient amenées à faire des changements d'estimation compte tenu par rapport à ce qu'elles avaient comptabilisé en 2007, compte tenu des délais très courts dont elles avaient bénéficié pour estimer les impacts 2017. Je prends l'exemple de cette dette de toll charge
qui doit être calculé sur les bénéfices des filiales étrangères accumulés depuis des décennies et qui n'ont pas été distribués et qui deviennent imposables immédiatement, on peut concevoir qu'il puisse falloir du temps pour calculer cela. Et donc, s'il y a changement d'estimation, il importe de veiller à le discloser de façon appropriée. Ensuite, le deuxième sujet, c'est que, comme IAS 34 l'exige, la charge d'impôt intérimaire va être calculée sur la base d'une estimation du taux effectif d'impôt applicable à l'année complète. Et donc pour cela, ça va nécessiter d'estimer l'impact de ces nouvelles taxes que sont les dispositifs BEAT ou le dispositif GILTI, ou encore d'estimer le champ d'application éventuel du nouveau taux préférentiel qui s'appliquera au titre du dispositif FDII qui s'appliquera aux activités exportatrices. Donc vous voyez qu'il y a un exercice d'estimation qui peut être complexe et donc là aussi des disclosures à faire en termes de jugements effectués et en termes d'incertitudes liées à des estimations complexes. Et donc pour finir sur ce sujet, je rappellerai simplement que c'est un point de vigilance signalé pour les régulateurs et que, à cet effet, l'ESMA a publié un communiqué en janvier 2018 qui reste applicable aujourd'hui. Voilà. Merci Frédéric. Donc c'était notre dernier thème. Vous avez sans doute d'autres sujets qui vont vous concerner et qui n'ont pas été abordés dans cette webcast. On vous invite évidemment à utiliser nos outils, ceux qui apparaissent à l'écran, Memento IFRS, Memento Comptable, Fusion Acquisition, etc. Évidemment, n'hésitez pas également à prendre contact soit avec les personnes qui se sont exprimées aujourd'hui ou bien vos contacts habituels chez PwC. Je vous rappelle également la date de notre prochaine journée arrêtée des comptes qui sera cette année le 27 novembre salle Playel. Donc vous pouvez dès maintenant vous y inscrire. Alors j'avais dit qu'on aurait la possibilité vous avez la possibilité de poser des questions. Alors regardons maintenant les questions qui ont été posées. J'en vois, alors il y en a deux pour Frédéric. Une première, est-ce que l'on peut continuer de mesurer l'avancement sur la base de la méthode des jalons techniques sous IFRS 15 ? Alors, pour faire tout court, la réponse est plutôt non, puisque la méthode des milestones n'est sous IFRS 15 pas compatible avec ce nouveau concept de transfert continu du contrôle. Et donc, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on a d'ores et déjà observé que beaucoup d'entreprises changer, abandonner la méthode des jalons techniques pour passer vers une méthode d'avancement des dépenses. Très bien. Alors, une deuxième question. Qu'entend-on par désagrégation du chiffre d'affaires ? Alors, l'idée, c'est que IFRS 15 oblige à communiquer davantage de détails sur la composition du chiffre d'affaires et sans prescrire de type de désagrégation, elle en suggère un certain nombre, par type de client, par type de produit, par type d'obligation de performance du point de vue du traitement comptable. Et elle exige que finalement on donne un niveau de désagrégation, de détail qui soit cohérent avec l'information telle qu'elle est revue en interne pour prendre les décisions par les dirigeants opérationnels. Donc c'est un peu la même logique que la norme sur l'information sectorielle IFRS 8, mais transposée au chiffre d'affaires. Voilà. Très bien. Alors ensuite, une question qui est peut-être plus pour moi. Quel taux d'impôt différé appliqué dans les comptes semestriels à fin juin ? Je pense notamment aux impôts différés court terme, ceux projetés à fin 2018 ou ceux de 2017. Alors j'aurais tendance à dire sur le principe ni l'un ni l'autre. En fait, la question, c'est de retenir le taux qui s'appliquera le jour du reversement de ces impôts différés. Donc ça peut être le taux relatif à l'exercice 2018, mais ça peut être 2019 ou 2020, etc., en fonction du calendrier de reversement de ces impôts différés.
Une autre question, je pense également pour moi, pour les baux commerciaux. Vous avez dit que la durée maximum est généralement de 9 ans. Dans quel cas pourrait-on retenir une durée supérieure à 9 ans? Alors, la question également, suite à la publication du relevé de conclusion de l'ANC, a été examinée par la CNCC et qui a considéré que si les circonstances le permettaient, étaient justifiées et pouvaient être étayées, on pouvait également considérer que l'horizon serait supérieur à 9 ans. Il faut également noter que parmi la question a fait l'objet d'une saisine de l'ANC parce que diverses vues sur l'appréciation de cette durée étaient envisagées, dont l'une qui portait sur l'appréciation de la matérialité de la pénalité à payer par le bailleur en cas de refus par le bailleur de renouveler le bail. Donc ça peut aussi être un élément à prendre en compte. Voilà pour les questions que l'on a. Donc je vois que l'heure est maintenant écoulée. Donc il y avait un certain nombre d'autres questions qui ont été posées. On n'aura pas la possibilité de les traiter maintenant, mais n'hésitez pas à nous solliciter de manière directe pour qu'on puisse vous répondre de manière explicite. Voilà, eh bien, écoutez, ça clôt cette webcast. Nous vous remercions beaucoup de l'avoir suivi et vous souhaitons une bonne journée.